Bonjour. Optimiser sa supply chain est définitivement dans l'air du temps. Alors optimiser, c'est mesurer, mais de quelle métrique parlons-nous exactement sur un sujet aussi vaste et complexe que la supply chain? Robotiser les processus, améliorer les prévisions de vente, minimiser les stocks, éviter la rupture, optimiser le remplissage des containers, a priori, autant d'indicateurs que de sujets. La performance en supply chain est un vrai serpent de mer. Alors, comment y voir plus clair? Comment réconcilier tout ça? Comment piloter plus efficacement? Nous accueillons aujourd'hui Laurent Livolzi, qui est maître de conférence à Aix-Marseille Université, chercheur et directeur de chaire. Laurent essaye de donner de la cohérence à la question en proposant une vision objective du pilotage pour les entreprises, en impliquant notamment des méthodes et des métriques plus financiarisées. Alors Laurent, bonjour, bienvenue Bonjour. à Locat TV. Pour commencer, je vais peut-être vous laisser vous présenter en quelques mots, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, et puis on va commencer par là avant d'attaquer le sujet. Alors, je suis maître de conférence, c'est-à-dire que je suis universitaire, spécialisé en management, et avec un domaine de compétences qui est celui de la logistique et du supply chain management. Je dirige, comme vous l'avez souligné, une chaire. Donc, une chaire, ce sont des entreprises qui me permettent de financer mes recherches. Et donc, j'ai une chaire qui est spécialisée en supply chain management et plus globalement aussi en prestation de services logistiques. Voilà. Je suis par ailleurs directeur adjoint d'un laboratoire de recherche et on fédère aujourd'hui à peu près une quarantaine de chercheurs spécialisés sur cette thématique. Et vous écrivez des ouvrages en plus. Alors, oui, ça fait partie des productions que l'on doit avoir en tant que chercheur, des ouvrages en particulier, parce que dans les ouvrages, on a une très grande liberté pour approfondir des sujets, beaucoup plus que dans des articles académiques, et donc on peut aller un petit peu plus loin. Et sur le thème qui nous intéresse, effectivement, un ouvrage récent sur supply chain management et pilotage de la performance des entreprises. Très bien, bon, on va avoir du contenu aujourd'hui. J'espère. Alors, quand on essaye aujourd'hui d'optimiser les supply chains, en fait, on dit qu'il faut une métrique, on dit qu'il faut quelque chose, une cible, mais avant tout ça, en fait, je voudrais peut-être poser la question de quel est l'objectif d'un business? Est-ce qu'on cherche forcément de la rentabilité? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles? Et du coup, qu'est-ce qu'on va aller chercher quand on veut aller optimiser finalement le fonctionnement de cette entreprise et ses différents processus? Alors, c'est une vraie question et c'est une vraie question qui est en changement actuellement, en changement dans la conception que l'on a de la performance des entreprises. On a un certain nombre de débats aujourd'hui sur la finalité des entreprises. Est-ce que c'est de faire de la rentabilité? Il y a d'autres questions qui apparaissent sur les enjeux de RSE et ce genre de choses. Je crois que la rentabilité demeure quand même le fondement. Même si on associe d'autres critères de performance et d'évaluation de la performance des entreprises, à un moment, la rentabilité, ça se pose parce que si on n'est pas rentable, on disparaît. Donc, la rentabilité, elle est essentielle. Maintenant, la rentabilité, elle se construit et elle se pense à court, moyen et long terme. Et pour demeurer performant, pour rester performant, eh bien, il va falloir être rentable. À court terme, c'est clair, mais aussi préparer son business à une évolution moyen-long terme. Bien sûr. Jonas, qu'est-ce que tu en penses? Néanmoins, enfin, déjà de rationaliser les choses, en fait, quelque part. La rentabilité, c'est ça, en fait. Exactement. Et moi, ce que je pense, c'est que ce qui est très étonnant, c'est à quel point c'est difficile de mettre des chiffres sur le bon sens. En fait, il y a beaucoup d'actions en supply chain. On dit, on le fait comme ça parce que non, mais en fait, c'est évident qu'il faut le faire comme ça. Exemple, il faut avoir des containers pleins quand on fait des imports depuis l'Asie. C'est un peu le bon sens, mais en fait, quand on veut arriver à financiariser et avoir des modèles qui reflètent correctement ce bon sens, d'un seul coup, c'est difficile. Et en fait, nous, on s'en rend compte, on va dire, on est aux premières loges de ça, parce que, en fait, Locat, quand on crée des modèles qui vont optimiser des décisions sur des métriques, généralement, la première étape, c'est avoir une métrique trop naïve où, en fait, la décision qui sort est idiote. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'outil fait n'importe quoi. Et en fait, non, l'outil fait exactement ce qu'on lui a dit via la métrique, mais la métrique était trop naïve. En fait, c'est les métriques intermédiaires un petit peu. Et tu peux nous donner des exemples en fait, de processus sur lesquels il y a des métriques exactement. qui se parlent pas. Prenons cette histoire de container, par exemple. Si je dis, ce que je veux, c'est optimiser ma commande par rapport à mon coût de mon container. Je dis, à la première unité que je mets dans le container, je dois payer le prix du container entier. Très bien. Donc j'ai une fonction, on va dire en marge d'escalier qui est ça me coûte 0 tant que je ne commande pas, et puis dès que je commande une unité, hop, prix du container. Donc on pourrait dire, bon bah ça c'est mon coût du container. Je fais l'optimisation avec ça. Si jamais on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on obtient un container pas plein. Pourquoi? Parce que la fonction de coût, elle est plate. Et une fois qu'on a mis la première unité, on peut mettre la deuxième, troisième, et puis on va commander jusqu'à ce que ce soit rentable. Mais simplement, le container à moitié rempli, il n'y a pas d'impact. En fait, et comment est-ce qu'on construit une fonction de coût qui vous fait remplir le container? En fait, il faut dire, attendez, si jamais j'ai un tiers du container pas rempli, ça veut dire que la prochaine fois que je passe une commande, en fait,
ce un tiers pas rempli, je vais le payer la prochaine fois. Donc c'est là où en fait on tombe sur, j'ai une fonction économique qui semble être complètement évidente, qui est à la première unité, je paye le conteneur tout entier. Ça c'est vrai, mais en fait non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait il faut anticiper le fait que c'est un jeu itéré et ça vous fait tout un tas de subtilités. Et c'est quand on disait court terme, moyen terme, long terme, là on est typiquement entre, si jamais on a un fournisseur en Asie, on fait 4 commandes par an, en fait on a le problème de la rentabilité de la commande là maintenant tout de suite versus le fait d'intégrer la commande qu'on fait plus les 2 autres qui arriveront après. Et en fait, ça, ce que tu dis, ça demande finalement pas mal de compétences en fait, parce qu'on est en train de dire, il y a un remplissage d'un conteneur où là, ok, c'est presque un Tetris, on peut prendre 1 mètre et mesurer la taille des produits, mais ce que tu dis, c'est le prochain conteneur, mais le prochain conteneur, il faut les prévisions de vente, il faut du coup piloter un petit peu toutes ces choses-là. En fait, ça va demander finalement de rassembler des problématiques qui sont aujourd'hui un petit peu éparpillées dans l'entreprise sur un même problème et un petit peu d'être plus transversal et de décloisonner. Enfin, Exactement. Et qu'en fait, les métriques naïves, souvent, se butent au fait que, justement, quand on veut traduire le bon sens intègre très bien ces effets de jeu itéré en disant « Ah ben non, là, oui, il y a de la rentabilité, mais si on fait ça, on perd le client, donc non, on ne peut pas le faire, c'est une très mauvaise idée. » Et ça marche très bien en mode juste bon sens assez manuel. Et puis, quand on veut mettre les métriques, on s'aperçoit que ça résiste assez longtemps aux tentatives naïves. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que tant qu'on ne peut pas le faire, on ne peut rien ingénierer en fait. Mais c'est un vrai défi. Et ce qu'on ne veut pas, c'est déplacer le problème en fait, sur un autre process ou sur un autre… Ou dans le temps. Laurent, peut-être sur cet aspect en fait de vision transversale dans l'entreprise, des processus, des sujets, de décloisonnement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle est votre vision là-dessus? C'est pour nous le sujet essentiel. C'est clairement le sujet essentiel. C'est-à-dire qu'on parle de supply chain management depuis le début des années 80, donc ça fait très très longtemps qu'on en parle. Et on en parle avec un constat initial qui est un constat finalement d'inefficience des organisations. Ces organisations, elles sont inefficientes parce qu'elles sont toujours découpées en fonctions. Et derrière ces fonctions, du marketing, de l'achat, de la logistique, j'ai de l'optimisation locale. Et quand je commence à décomposer mes indicateurs de performance globale, tels qu'on les évoquait tout à l'heure, avec de l'optimisation locale, avec des outils de rémunération associés d'ailleurs, donc de l'intéressement particulier qui concourt parfois à ne pas prendre les bonnes décisions également dans l'entreprise. Ça, c'est tout ce qui est ajustement des outils. Bien, on perd de vue cette vision globale. Donc aujourd'hui, depuis 40 ans, on parle de supply chain management, et le supply chain management est un petit peu un tournant. Il est un tournant dans le sens où c'était le début de notre échange. On a besoin d'impact financier, on a besoin de traduire les enjeux produits, nombre de containers, nombre de produits vendus, nombre d'unités vendues en enjeux financiers. Donc il faut que les directeurs supply chain s'interfacent clairement avec les directeurs financiers, mais on a besoin d'outils aussi parce que le monde est de plus en plus instable, que ce monde-là avec une mobilité des consommateurs sur les marchés de grande consommation, on a besoin de données et on a besoin de manipuler des données qui sont très très importantes. Donc il faut rapprocher ces mondes-là et la supply chain de demain, c'est une supply chain qui doit intégrer de nouvelles formes organisationnelles pour que les enjeux financiers soient permanents, interfacés avec les directions supply chain et avec des outils pour piloter tout ça. Et du coup, comment ils se parlent en fait, ces départements? En fait, la valeur et la métrique qui va être communiquée, en fait, on est en train de dire que c'est des euros en fait. Ça veut dire qu'on essaye de chiffrer en euros les différents impacts, les différents drivers, un peu tous ces éléments-là qui permettent en fait de parcourir et de traverser ces fameuses cloisons qu'on a au sein des entreprises aujourd'hui. Au-delà de l'organisation, je dirais, et de la gouvernance. Alors, l'organisation et la gouvernance est presque un préalable. C'est-à-dire que pour traduire en euros, pour chiffrer, on a besoin déjà de créer des organisations qui soient propices à ce genre de choses et qui permettent ce décloisonnement. Deuxième aspect, on a besoin, et là je reviens presque dans une casquette un peu d'universitaire, on a besoin de former les gens. On a besoin de former les gens parce qu'aujourd'hui, un directeur financier n'appréhende pas ou appréhende très mal les enjeux de la supply. Mais au sein d'une direction supply chain, on a quoi? On va retrouver des fonctions comme de l'achat, du marketing, de la production si on est chez industriel, de la logistique. Et donc là aussi, on a besoin de former tous les acteurs à ces enjeux globaux. Dépasser finalement l'optimisation locale pour penser l'optimisation globale. Et puis, on a besoin aussi d'expliquer des outils qui sont des outils émergents, que les gens se les approprient, qu'il n'aient pas le sentiment que finalement, on a des outils qui vont piloter à leur place, mais qui vont piloter
qu'ils vont s'approprier pour piloter avec ces outils-là. Et donc, on passe par de la formation. Et si on arrive à former et à éclairer un petit peu tous les salariés dans les entreprises, alors on peut déployer des outils beaucoup plus performants. Voilà. Ça, il y a un enjeu majeur en la matière. Bah ça, je pense que Locad, on vous rejoint complètement là-dessus, hein, Johannes. C'est des choses qu'on voit, nous, chez tous les déploiements chez nos clients, où peut-être au début, on est approché par les gens qui sont plutôt autour de la prévision ou de temps en temps de l'approvisionnement. Et puis, en fait, dans les projets, on va aller soulever des problématiques opérationnelles pour les achats, des problématiques de marketing, par exemple de facing dans les magasins, de problématiques de coût du capital. Enfin, peut-être tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, bah c'est effectivement, la notion de décloisonnement est difficile parce que le statu quo avait le grand avantage de ne pas trop chatouiller les égos, etc. Enfin, en tout cas, c'est des faits accomplis. Exemple, si on disait le facing dans les magasins, c'est quoi? C'est, par exemple, Locad, ça nous est arrivé assez souvent sur des on va dire, schémas d'entreprise, un distributeur qui a des points de vente. Bah, on se retrouve à analyser le stock dans les points de vente et on voit qu'en fait, ce stock, la quantité de stock qu'il faut pour servir la demande est souvent finalement beaucoup plus faible que ce qu'il y a dans le point de vente. Alors, problème, si jamais on commence à dire que les boîtes de céréales, on en met une sur l'étagère, ça fait complètement Pologne avant la chute du mur. Donc, le magasin est dévasté, il n'y a rien. Donc, en fait, il y a le stock de service client et puis ensuite, il y a le stock de facing qui est là pour que ça soit plein et que c'est vraiment, en gros, les gens ils aient envie d'acheter parce que le magasin est beau et vendeur. Et alors évidemment, dès qu'on fait cette analyse, Locad peut sortir ce type d'analyse, on se retrouve à dire finalement il y a une unité dont le budget devrait aller à la supply chain, c'est la disponibilité pour service client, et puis les 4 unités qui suivent, c'est du marketing en fait. Donc ça devrait être un investissement marketing parce que c'est pour être vendeur comme on peut faire une pub télé ou AdWords. Donc, mais ça d'un seul coup, là vous disiez effectivement s'il n'y a pas l'organisation profit, et là je vous rejoins complètement. En gros, le marketing fait complètement barrage sur le fait qu'on leur ramène 100 millions d'euros sur leur budget de stock qu'ils n'avaient pas. Et d'un seul coup, la supply chain dit je ne peux pas optimiser parce que si jamais j'applique l'optimisation sur mon critère à moi, on retombe sur le problème de sens commun, on retombe sur un truc idiot où en fait le magasin il a l'air dévasté, donc on a optimisé la disponibilité, mais on a créé une catastrophe au niveau des ventes, quoi. Et ça, du coup, en fait, ça reste des euros, ça reste un chiffrage en fait qui est financiarisé. Oui, mais et donc de la formation, parce qu'effectivement, il faut ramener tous ces gens-là. Et ça, c'est vrai que c'est un très gros défi pour nous. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si les formations plus modernes de supply chain aujourd'hui, vos étudiants qui passent par ces formations du Sud, est-ce qu'ils arrivent un peu armés avec des outils intellectuels pour appréhender un peu ces enjeux? Je crois que dans toutes les formations, qu'elles soient dans le Sud ou qu'elles soient ailleurs en France, c'est une vision qu'il faut développer. Et c'est une vision véritablement du supply chain management. Et le supply chain management, c'est une vision globale de la performance. Et là, on a besoin de remettre en perspective les outils. Les outils d'avant ont encore du sens, hein. On parlait des distributeurs à l'instant, ils ont encore du sens. Mais le monde change. Et si le monde change, il va falloir continuer à garder un certain nombre d'outils, mais les recontextualiser. Je reprends l'exemple des distributeurs, l'omnicanalité met à mal tous les modèles anciens. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Les problématiques de gestion des stocks demeurent encore, mais elles demeurent dans un contexte totalement différent. Quand tout à l'heure on parlait de création de valeur et on parlait de rentabilité, c'est aussi derrière le service apporté au client. Quand on parle d'omnicanalité, c'est ce service-là qu'on lui apporte. Et apporter du service au client aujourd'hui, c'est peut-être coûteux, mais il faut être rentable, je l'ai dit, et ça reste le fondement, il faut être rentable aujourd'hui, mais c'est sans doute également à terme les raisons du succès durable d'une entreprise. Donc il faut intégrer la rentabilité immédiate, le service qu'on apporte et projeter ça dans un modèle qui soit efficient économique. Et est-ce que en fait tout chiffré en euros, enfin là je vais faire l'avocat du diable, est-ce qu'il y a un risque en fait? Est-ce que c'est pas juste une vision purement capitaliste? Comment je prends en compte l'impact environnemental? Comment une entreprise en fait, au-delà de la pure rentabilité, en fait elle peut quand même utiliser je dirais cette rationalisation de la mesure avec des éléments qui sont pour le coup pas forcément financiers?
Alors ça, c'est un jeu très important, surtout actuellement avec tous les débats que l'on a dans la société. Je crois qu'il est important aujourd'hui de garder à l'esprit qu'une nouvelle fois, sans rentabilité, il n'y a pas d'entreprise. Donc il faut continuer à être rentable. Par contre, derrière la rentabilité, on ne peut pas nier les enjeux sociétaux. Les enjeux sociétaux, c'est la légitimité de l'entreprise. Et la légitimité de l'entreprise, demain, c'est aussi des éléments économiques. Je vous donne un exemple. Quand une entreprise est légitime, elle va lever des fonds beaucoup plus facilement. Donc le coût du capital qu'elle va lever ne sera sans doute pas le même. Donc on va reboucler. Donc il faut intégrer des éléments environnementaux, sociétaux de gestion sociale par rapport à ça, mais il faut garder ces horizons temporels. On n'est pas sur les mêmes horizons temporels. La rentabilité, à court terme, c'est indispensable. Donc il faut garder ces logiques, mais il faut être capable d'être rentable immédiatement. Et pour ça, et c'est un élément global de performance, attirer des salariés qui ont de nouvelles visions de l'entreprise, qui ont de nouveaux outils disponibles, de nouvelles boîtes à outils, et qui vont apporter leurs connaissances pour faire petit à petit changer les structures d'entreprise, parce que je reste très attaché à cette vision. On a besoin de changer véritablement la forme organisationnelle des entreprises, de développer la transversalité. Alors derrière, on parle depuis tout à l'heure de métriques, les tableaux de bord, les KPI existent depuis longtemps. Simplement, ce qu'il faut, c'est les articuler, c'est identifier les leviers d'action derrière ces KPI et être capable de faire en sorte que l'on pilote ensemble la performance. Tout à l'heure, vous évoquiez les conflits traditionnels entre fonctions. On a des vieilles baronnies dans les entreprises et c'est dur parfois de lutter contre ces baronnies-là. Qu'est-ce que tu en penses, Johannes, toi, au niveau de cette gouvernance, de comment ça doit se passer en fait aujourd'hui? Exactement. Moi, en fait, là-dessus, je dirais, pour moi, il y a un peu l'ancien monde qui serait le ancien SNOP, qui consiste à dire on va se mettre autour de la table pour générer le consensus sur les décisions supply chain. Et ça, le problème de ça, c'est qu'en fait, la supply chain, c'est littéralement, dès qu'on est des entreprises d'une certaine taille, des milliers de décisions au jour. En gros, pour chaque produit, il faut se poser la question, j'en rachète, j'en produis, je déplace les stocks ou pas. Donc, on a un vrai problème de scalabilité du process. Ça, c'est, je dirais, le SNOP à l'ancienne. Donc là, effectivement, ça devient extraordinairement consommateur de temps et puis, globalement, ça ne produit pas du tout assez de décisions heures pour que ce soit vraiment opérationnel. Et puis, je dirais, on pourrait viser un SNOP V2 qui est se mettre d'accord sur les principes économiques ou les principes même de comprendre qu'est-ce que ça veut dire servir le client. Et donc là, on se met d'accord non pas sur la décision, mais sur, on va dire, le critère de qualité des dites décisions. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces trucs-là, on peut ensuite déporter l'exécution, qui est elle complètement, je dirais, complètement procédurière, à des machines, à des process très largement automatisés. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu le contrôle. Ça veut juste dire que, pour moi, un directeur supply chain, il n'est pas en contrôle de sa supply chain parce qu'il a une méga feuille Excel sur laquelle il y a 1 million de lignes et sur laquelle il peut toucher chaque ligne de stock un à un. Oui, en théorie, il aurait le contrôle absolu comme ça, mais en vrai, le million de lignes, il n'en touchera jamais à 0,01% de ces lignes. Donc c'est là où, en fait, je dirais, il y a un enjeu à basculer sur une espèce de SNOP V2 où, effectivement, on veut mettre ces différentes fonctions ensemble, mais l'outcome n'est pas la décision, ce qui est paradoxal, c'est les règles du jeu pour décider si une décision est bonne ou pas. Et ça, c'est assez tordu en fait. En gros, on est d'accord sur les règles du jeu et ensuite, à cause des facteurs d'échelle, parce que l'omnicanal, ça met tous les problèmes au carré en complexité, c'est-à-dire que le stock de l'entrepôt, il servait que des points de vente, maintenant il va servir des points de vente, d'autres entrepôts déportés style FBA, des sites web en direct, des réseaux X, Y, Z, semi-pro, enfin bref, ça rend tout vachement compliqué. Donc, on ne veut pas se mettre d'accord sur les décisions, il y en a vraiment beaucoup trop. Mais par contre, sur la structuration de la décision et par exemple, c'est quoi les grands principes d'arbitrage de la disponibilité entre le stock point de vente et le stock e-commerce, c'est ça qui doit être l'outcome de ces décisions. Et ça, c'est... Par contre, moi, mon expérience, c'est que c'est encore beaucoup plus dur parce que là, c'est violent. C'est pas juste ce coup-là, on se met d'accord sur ce truc-là. Non, il faut se mettre d'accord sur le principe. Et là, et ça, c'est la gouvernance en fait. Voilà, on est sur de la gouvernance très accentuée, quoi. De la gouvernance très accentuée. Et pour compléter,
de la donnée, des systèmes d'information au Ouais. sens traditionnel du terme, qui permettent d'avoir très rapidement cette information-là. Et derrière, puisqu'on parlait au départ de données financières, on a besoin de refondre le contrôle de gestion. C'est-à-dire que le contrôle de gestion dans les entreprises, c'est comme les systèmes d'information. Si je ne rends pas ces systèmes d'information totalement transparents et que je n'ai pas très rapidement l'information, je ne peux pas déployer des outils pour mieux piloter. Mais si je n'ai pas un système de contrôle de gestion qui me permet de m'alerter sur l'affectation de mes ressources et derrière les coûts associés, ben, je ne peux pas piloter non plus. Complètement. Ouais. Voilà. Donc on a besoin de travailler. La vision SNOP était un préalable. On avait besoin de passer par cette vision-là. Et je crois qu'elle a du sens. Mais on a besoin d'accélérer un petit peu. En tout cas, les entreprises qui seront sans doute compétitives demain sont des entreprises qui vont faire ce chemin-là. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi après d'apprendre au travers de ces outils et de ces plateformes qui vont permettre de communiquer, d'échanger, d'apprendre à une direction financière de comprendre les enjeux de la supply chain, d'apprendre à les métiers de la supply chain, les enjeux financiers des décisions qui sont en train de prendre, tout ça dans un environnement qui est quand même assez informatisé, où ce n'est pas que la DSI en fait, des entreprises qui s'en occupent, parce que les métiers doivent aussi s'approprier les outils pour avoir cette agilité, pour modifier les choses rapidement quand ça ne va pas, et de pouvoir en fait, aboutir à un fonctionnement qui est en fait assez efficace finalement. On est dans un environnement où les taux d'intérêt sont très faibles. Ouais. Et pourtant, les enjeux financiers sont colossaux. Donc, derrière cet objectif d'efficience de la supply chain, c'est aussi toute la gestion du cash. Ouais. Et toute la gestion du cash, ça veut dire qu'il faut discuter supply chain et DAF, direction financière, mais la direction financière, on sera sur un horizon temporel de moyen long terme, on a besoin de réassocier la gestion de la trésorerie. Et toutes les questions qu'on évoquait sont des questions qui impactent aussi la trésorerie. Et là, il y a sans doute des gisements de productivité très importants. Je voudrais prendre l'exemple d'un sujet qu'on manipule tous les jours chez Locad, qui est, alors, Locad, pour ceux qui nous écoutent, on propose du pilotage de décisions en investissement de stock sur des produits, sur différents sites. Donc concrètement, on aide les entreprises à définir qu'est-ce que j'achète demain matin, qu'est-ce que je fabrique demain matin. Donc en fait, c'est de l'investissement, c'est du capital qui est investi. Tu peux nous donner un peu, Jonas, les tenants et les aboutissants de ce type de problématique, et puis qu'est-ce qu'on va aller regarder par rapport à tout ce qu'on vient de se dire en fait, quels sont les éléments qui vont nous permettre de décider ça vaut le coup de l'acheter, ça vaut pas le coup de l'acheter, comment je le mesure. En fait, ce que je voudrais essayer de faire ici, c'est de prendre un exemple et de concrétiser un peu plus ce qu'on vient de se dire. Les grandeurs économiques sont essentiellement, on va dire, le coût d'achat de fabrication d'un côté, ça c'est et le coût, et ensuite le prix de vente avec le delta qui est la marge. Donc ça, c'est les grands drivers. Il y a les coûts de stockage et de manutention et d'opération au milieu qui viennent impacter ça en négatif. Et puis ensuite, il y a plein de, je dirais, de facteurs économiques qui sont un peu des intangibles. On met souvent dans la case goodwill, qui est la valeur ajoutée pour le client qui, en fait, nous reviendra le coup d'après si on se comporte bien. Donc, donc je veux dire, il y a à la fois la rentabilité papier immédiate, ça c'est le comptable qui voit j'ai vendu un lave-linge, telle marge, etc. Ça c'est la comptabilité. Mais ça, si jamais on prend que ça, on fait des bêtises parce qu'en gros c'est trop court-termiste. Donc il faut introduire un certain nombre de variables qui sont un peu plus long terme pour que l'optimisation fasse ça. Ok. Donc ça c'est la mesure. Les datas sur lesquelles on se base, c'est essentiellement les données qui viennent de systèmes d'information. Aujourd'hui, les supply chains sont digitalisées. C'est plus possible aujourd'hui d'avoir des gens qui vont vous vendre un lave-linge sans qu'il y ait une traçabilité assez étoffée de d'où ça vient, à quel prix on l'a payé, même je dirais, les termes du contrat fournisseur, si jamais il y avait des clauses de bonus fin d'année, remise fin d'année ou Dieu sait quoi. Aujourd'hui, je dirais, les entreprises ont franchi ce cap, au moins en Europe. Toutes ces données, elles y sont. Alors le problème, c'est qu'elles y sont, mais souvent en plusieurs exemplaires, dans plusieurs générations de RP, dans des systèmes un peu disparates. Ça peut être un peu le bazar. Mais c'est pas en gros, On y arrive. on y arrive, mais ça peut être beaucoup d'efforts. Donc là-dessus, c'est conjoindre ces données qui, effectivement, il y a un gros effort pour les traduire. Le contrôle de gestion a beaucoup de rôle à jouer pour leur donner une interprétation qui est correcte, sinon les gens ne comptent pas les bons euros. Ils se trompent sur des choses aussi basiques que les monnaies, par exemple. Ah, attention, là, c'est un fournisseur britannique, donc ce n'est pas des euros. Vous êtes en train d'additionner des pounds et des euros. Enfin, c'est que des bêtises et j'en passe, mais c'est que des choses comme ça. Donc là, le contrôle de gestion a vraiment un rôle à jouer pour éviter tout un tas de blagues que les gens ont sur des choses comme ça. Et puis, il y a effectivement, alors le cas de nous, on va optimiser directement la décision. Et puis de l'autre côté, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont
plus classiquement la BI que différentes équipes gèrent. Donc nous, Locad, pour sa partie, génère ces décisions optimisées avec quelques indicateurs. Et puis, je dirais, il y a de la BI très classiquement qui sert de tour de contrôle. Mais alors là où j'y viens, ce qui est intéressant, c'est que par contre, il y a un gros danger sur la BI, c'est qu'en fait, là encore, les sociétés se sont pas mal digitalisées. Et aujourd'hui, un des excès que je vois, c'est le fait que la business intelligence, donc la BI, en gros, les gens cherchent à mettre toujours plus de chiffres là-dedans et on finit par avoir des setups où, en théorie, ils ont de la transparence surtout parce qu'il y a des milliers d'écrans, mais en vrai, ils ne voient plus grand-chose parce que quand on a littéralement des milliers d'écrans et chaque écran vous donne des centaines de chiffres, on ne les regarde plus. Donc en fait, il y a un vrai enjeu qui est de parcimonie. Alors dans le cas de Locad, nous, la parcimonie, c'est un peu par construction parce que finalement, quand on cherche à générer la question de combien je produis, combien j'achète ou qu'est-ce que je déplace en termes de stock, toutes ces opérations ont des coûts, donc on est parcimonieux très très vite. En fait, c'est un peu built-in, on va dire. Et puis pareil, il y a des frais fixes de transport, etc., qui font qu'on ne peut pas être optimisé si jamais on lance des centaines de containers qui ont une unité dedans. Donc la parcimonie, elle vient built-in. Par contre, il n'y a pas ce garde-fou de façon aussi, je dirais, intégrée sur des reporting BI. On a l'impression que se mettre un tableau de bord de plus, c'est quasi gratuit, modulo le frais de la SS2I de Capgemini qui va coder le tableau. Mais en vrai, il y a un coût. Et, donc et là, moi, je vois, aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui, c'est un peu le paradoxe, sont un peu noyées sous des montagnes d'indicateurs financiers essentiellement médiocres en termes de qualité. Ils ne sont pas très riches, ils sont juste pléthoriques, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je vous rejoins totalement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une frénésie d'indicateurs. On a besoin de tout mesurer. Ça a du sens, mais si on mesure des choses qui sont pas pertinentes pour le pilotage, effectivement, on noie ceux qui doivent piloter ensuite. Alors, la supply chain, elle est friande de nouvelles technologies, de nouveaux outils. Donc, il y a toujours cette tentation d'intégrer ces nouveaux outils et ces nouvelles technologies. Comment les gens s'approprient ces outils pour améliorer l'efficience de l'organisation. Et ça, c'est un vrai challenge. On travaille sur un nouvel ouvrage pour 2019 sur les technologies blockchain. Je crois que c'est une technologie qui a du sens et qui peut être tout à fait pertinente, mais on est au cœur du problème qu'on écrivait à l'instant. C'est tellement à la mode que tout le monde veut développer ça, mais pour faire quoi ? Voilà, pour faire quoi? Si c'est pour rajouter encore de nouvelles données, traiter de nouvelles données, finalement on ne s'approprie pas et il n'y a pas de delta, il n'y a pas de delta en termes de performance. Ok, on approche un petit peu de la fin là, de cet épisode. Alors je vais vous reposer chacun une dernière question, presque similaire. Je vais commencer par vous, Laurent. C'est quoi la suite? Sur quoi vous travaillez? Dans quelle direction vous avez envie d'avancer aujourd'hui? Vous regardez où là aujourd'hui? Alors, trois axes principaux en termes de travail et de recherche. Un premier axe qui est lié à l'évolution du monde, au basculement un petit peu du monde et l'émergence de l'Asie. Donc, s'interroger sur les stratégies des pays, comment les pays appréhendent ce basculement-là, et en particulier sur la dimension logistique. Un deuxième axe complètement en lien avec ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est la performance de l'entreprise et supply chain management. Dans notre ouvrage, on a proposé un modèle, et là, l'objectif, c'est d'accompagner des entreprises, de voir comment les entreprises s'approprient ce modèle finalement de pilotage de la performance et sont en train ou vont le décliner dans leurs propres organisations. Là, il y a un vrai enjeu pour nous, il y a un vrai intérêt pour nous, on a envie d'accompagner ce type d'entreprise. Et puis le troisième axe, c'est un axe sur une technologie que j'ai évoquée rapidement tout à l'heure, la blockchain. La blockchain pose plein de questions, c'est une technologie à la mode. Je crois que derrière cette technologie à la mode, on lui fait faire des choses assez anciennes. On parlait de la démarche SNOP, et bien on reprend une technologie pour faire des choses qui étaient très anciennes, très classiques. Je crois qu'il y a un potentiel disruptif et c'est celui-là qu'on a envie d'évoquer avec un ouvrage en 2019. Très bien, eh bien, on va suivre ça de près. Et je vous laisse pour finir, et du coup pour reboucler avec ce que vient de dire Laurent, ces fameuses techno, blockchain, intelligence artificielle, comment tu les vois arriver dans, il y en a une partie qui y sont déjà d'ailleurs, mais dans nos optimisations, dans les optimisations qu'on essaie de réaliser. La roadmap de Locad, on est très anti-intelligence artificielle en fait. Mais parce que le fond de l'affaire, c'est, faut pas se leurrer, les problèmes supply chain sont incroyablement compliqués. Et on n'est pas en train de prendre une photo et dire est-ce qu'il y a un chat sur la photo. Ça, c'est pas ça les problèmes. Là, on est en train de se poser des questions on prend même
une soi-disant supply chain simple comme de la mode, soi-disant, on se retrouve avec la question de où est-ce que je mets mes fournisseurs en Asie, en Turquie, en Pologne, je fais je fais des mix de transport. Enfin, tout devient assez compliqué et se dire qu'il y a comment dire, un algorithme qui va être capable d'appréhender ce type de problème, nativement comme ça, j'y crois pas du tout. Par contre, ce sur quoi Locade on travaille beaucoup, c'est, je dirais, de l'intelligence augmentée. C'est-à-dire en fait d'avoir des recettes numériques très sophistiquées qui permettent d'aller embrasser la vision d'un supply chain scientist. C'est quelqu'un qui est humain, qui a compris la société autant qu'il pouvait, qui a compris les datas qui étaient dans les systèmes avec toutes leurs bizarreries autant qu'il pouvait. Et là, on les croise, et ensuite on va faire optimisation. Et en fait, la valeur ajoutée, elle n'est pas tellement dans le fait que la boîte à outils, ça soit de l'intelligence artificielle incroyable. Non, c'est plutôt qu'elle donne une fluidité pour faire du machine learning et une productivité qui fait qu'en gros, on peut jeter un modèle et puis ensuite laisser la machine faire le calcul dans une vision probabiliste, financiarisée, etc. Mais c'est là la différence entre, je dirais pour moi, de l'intelligence artificielle qui est pour moi un pur buzzword hype non applicable versus des recettes numériques modernes, deep learning ou descendant du deep learning, qui, elle, entre les mains d'un supply chain scientist, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris ce qui est résulté de cette espèce de discussion organisationnelle, SNOP, etc., qui lui peut le traduire sans trahir, si possible, en moulinette, je dirais, numérique pour générer effectivement tous ces chiffres qui vont devoir être générés tous les jours pour opérer la supply chain. Mais c'est ça la grosse différence. Et là-dessus, je dirais, on a un sacré pipeline sur 2019, mais ça sera vraiment avec le supply chain scientist au centre. Bon, j'ai hâte de voir tout ça. Merci Laurent, merci Johannes pour cette discussion. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à poster des commentaires ou des questions sur cette page. Et puis, je vous dis à la prochaine.